Alors, nous concluons et je fais la présentation au nom de toute l'équipe qui a travaillé. Colin Marchica qui est ici, Yann Renizio qui est au bureau, Pierre Verschuren qui, je l'ai dit, passe un concours d'admission de recrutement à Besançon. Et puis nous avons bénéficié des données transmises par Stéphane Cordier de l'Université d'Orléans, Yves Laszlo de l'École normale supérieure, Jean-Marc Schenker qui est ici, et aussi de la DGRH du ministère. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Alors, notre présentation s'inscrit dans un ensemble de travaux qu'on consacre aux carrières, aux organisations, aux disciplines, l'enseignement supérieur, la recherche, et nous travaillons sur des données françaises, principalement, et de manière empirique. Et nous avons rencontré les mathématiques dans ces travaux de deux manières. Comme matière d'enseignement à fort pouvoir sélectif, et comme discipline universitaire dotée d'un certain nombre de caractéristiques originales quant aux carrières qui y sont menées. Sur le premier point, matière sélective ou outil de sélection, on en a déjà parlé, je peux donner comme illustration le coefficient de l'épreuve de mathématiques ordonné par le rang des grandes écoles de commerce pour la filière scientifique. Vous voyez que les écoles les plus sélectives, HEC ici, a le coefficient d'épreuve de mathématiques le plus élevé. Et puis ensuite, ça décroît gentiment jusqu'à la dernière école classée dans la hiérarchie des écoles de commerce. Donc c'est une démonstration assez simple du pouvoir classant de l'épreuve de mathématiques. Ça, c'est sûr et certain. Et on est dans le monde des écoles de commerce. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur et de la recherche, alors nous disposons pour l'enseignement supérieur de données exhaustives sur l'ensemble des disciplines et des emplois universitaires pour la période 1984-2014, ce qui est quand même un trésor. Il nous est donc, grâce à la direction des ressources humaines du ministère de l'Enseignement supérieur, sur une convention avec le Collège de France, il est donc aisé de distribuer les disciplines selon les caractéristiques de leurs enseignants pour observer des singularités et des régularités. Et dans cette exploration de cette base de données, à laquelle nous nous livrons avec notre équipe, nous avons eu affaire à une série de faits qui nous ont intrigués. Par exemple, la précocité d'accès au poste de maître de conférence ou de professeur. Alors, le graphique est assez sophistiqué. Il situe les maths ici. On accède en moyenne à 30 ans, 31 ans au poste de maître de conférence en maths, et ici, ça c'est le bleu, c'est les sciences, le rouge, c'est les disciplines à agrégation du supérieur, droit, économie, gestion, et en vert, ce sont les disciplines littéraires, SHS. Et vous voyez que les maths ont un record de précocité, et ici, en ordonnée, vous avez l'âge d'accès moyen au poste de professeur. Et vous voyez que c'est de nouveau la même chose, et les maths pures, comme on dit, sont mieux placées que les maths appliquées. Et voilà. Donc c'est assez éloquent. On peut développer, évidemment, mais c'est assez clair. Ensuite, on peut regarder le délai de passage entre la position de maître de conférence et le professorat des universités. Et de nouveau, en dehors des disciplines à agrégation du supérieur, qui obéissent à un mécanisme tout à fait différent, les maths pures et les maths appliquées se situent de nouveau dans une position très favorable. La durée moyenne de passage est en abscisse, mais ça, c'est le taux de passage. Et le taux de passage veut dire sélectivité. Et vous voyez que les maths se situent à nouveau en quelque sorte en pointe à gauche. Ici, autrement dit, elles sélectionnent davantage pour faire accéder un plus petit nombre de maîtres de conférences vers le rang professoral, et à une vitesse qui est plus rapide que les autres. Donc tout ça, ce sont des faits qui vont s'accumuler, vous allez le voir, avec ces chartes graphiques. Ici, nous avons simplement distribué la structure des emplois dans l'enseignement supérieur, qui est la courbe noire, et les emplois en mathématiques, qui est la courbe rouge. Donc vous voyez les faits de progression entre 1984 et 2014. Les maths ont connu une expansion comme le reste, et puis là, il y a eu un phénomène de décrochage. Parmi les politiques, les recommandations, on pourrait dire, essayons de rattraper. Voilà. Et puis ça, c'est les délais de passage. L'accès au poste de maître de conférence, c'est une distribution des durées. Les maths vont plus vite, mais la courbe est à peu près de même forme. Simplement, ici, le passage au professorat, vous voyez que la précocité est un facteur clé et que la courbe de l'ensemble des disciplines, elle, est beaucoup plus bossue. Et donc, on laisse plus de chance aux gens, même quand ils sont sensiblement plus âgés. En maths, la fenêtre se referme assez vite. C'est ça aussi. Tous ces mécanismes sont des rouages.
Ensuite, nous avons des données sur le cosmopolitisme de disciplines. Et à nouveau, c'est intéressant de comparer les maths aux autres. Et c'est le taux d'enseignants... c'est le taux de féminisation, pardon, excusez-moi. Oui, je vais un peu trop vite. Le taux de féminisation, c'est un point essentiel qui a déjà été abordé. Et nous avons donc les données de 84, 99, 2014 pour regarder si ça bouge. Vous voyez qu'en maths, ça ne bouge pas beaucoup, ça ne bouge pas du tout pour les maîtres de conférences sur les 30 ans, alors qu'à l'université, ça bouge beaucoup. Et pour les profs, pareil, ça ne bouge pas sur les 30 ans, alors que pour les autres disciplines, ça bouge et ça se multiplie par 2. Et donc le résultat final est effectivement une inertie du côté des maths et une progression, quasiment, pas tout à fait un doublement, mais un taux de féminisation qui grandit assez vite. Ça, c'est un résultat qui est visiblement incontestable. Et là, nous avons, pareil, avec la même charte graphique, nous avons distribué toutes les disciplines universitaires. Les points représentent la taille des effectifs. Et la charte graphique, c'est, je vous rappelle, bleu, sciences, vert, lettres, et rouge, discipline à agrégation. Et nous avons le taux de femmes au poste de maître de conférence et le taux de femmes au poste de maître de professeur, de professeur ici. Et les maths se situent, les maths sciences mathématiques, comme on dit, et les maths appliquées. Vous voyez que la situation est assez sérieuse. Donc, voilà. Maintenant, le cosmopolitisme, j'ai un peu précédé la musique. Ici, nous avons les effectifs d'étrangers dans la discipline mathématique. Nous avons classé les disciplines par taux d'ouverture au recrutement étranger décroissant. Et les effectifs sont là, et le taux de personnel venu de l'étranger est là. Et pour les maîtres de conférences, les maths sont en tête et les maths appliquées ne sont pas loin. La théologie est généreuse, mais elle concerne peu de monde. Et les langues, qui sont typiquement cosmopolites, elles sont placées après les mathématiques. C'est quand même un signe, ça veut dire quelque chose. C'est à la fois de l'attractivité, mais un peu plus que ça. Je veux dire, la mathésis universalis, ça n'est pas tout à fait rien. Et pour les professeurs, eh bien, c'est à peu près la même chose. Simplement, les physiciens sont un peu plus cosmopolites encore que les matheux, mais les matheux arrivent juste là. Et les maths appliquées, à nouveau, si on prend cette distinction académique, administrative, institutionnelle, tout ce que vous voulez, les maths appliquées arrivent un peu plus loin, mais bon, ont encore un taux d'ouverture assez important, mais quand même sensiblement moins important que les maths pures. Donc la France est un pays attractif, notamment pour ses maths fondamentales. Il n'y a pas d'histoire. On peut dire ça comme ça. Je vais vite, hein, je n'ai pas le temps de raffiner beaucoup. Ici, maintenant, nous avons un autre problème qui est intéressant. Nous avons beaucoup travaillé sur la mobilité, les recrutements. Les recrutements peuvent être, comme on dit, localistes, c'est-à-dire qu'un jury doit choisir parmi les candidats ceux qui ont, en théorie, la meilleure qualité, mais parmi les qualités en question, les caractéristiques, il peut s'avérer qu'une des caractéristiques importantes, c'est est-ce qu'il a été formé chez nous, ou au contraire, est-ce qu'il n'a pas été formé chez nous ? S'il a été formé chez nous, peut-être qu'on le connaît, qu'on veut lui faire une fleur. S'il n'a pas été formé chez nous, c'est qu'on pense que la compétition doit jouer de manière loyale. Et il y a même une manière de régler le problème de la compétition loyale qui est de dire surtout pas de localisme. C'est-à-dire la méta-règle, c'est pour s'abstraire totalement du conflit d'intérêts, on va adopter une méta-règle qui est anti-localiste. On ne veut pas recruter nos propres docteurs. Et les matheux ont fabriqué un site qui a été un succès au début. Les Français et les Suédois s'y sont mis, qui calcule un indice d'inbreeding. Inbreeding, c'est le localisme, c'est recruter ses propres docteurs. Et ils ont demandé au laboratoire de déclarer, alors c'est pas très lisible, mais c'est pour montrer, c'est une copie d'écran, c'est pour montrer le principe. Ils ont demandé au laboratoire de déclarer leur taux de membres du laboratoire qui venaient de leurs rangs doctoraux. Et ça voulait dire que plus ce taux était bas, évidemment, mieux se portait la discipline et le laboratoire. Et que c'était une connaissance publique qu'il fallait transmettre.
Alors vous voyez qu'au début ça a marché en 2000 et puis progressivement l'énergie retombe quelque peu. Est-ce que c'est l'outil qui n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est que les pratiques deviennent moins vertueuses, etc. Mais c'est le simple fait que ça existe qui a un sens quand même. Ça veut dire que toute cette communauté mathématique fabrique quelque chose pour fonctionner en communauté sur les principes qui ont été décrits antérieurement, à la fois d'universalisme mais aussi de sélectivité, mais pas n'importe comment. Et l'arbitraire doit autant que possible être récusé. Alors, bon, ça c'est l'outil, mais nous avons fait quand même le travail. On s'est ingénié à regarder quels étaient les candidats par candidature. Donc nous avons regardé tous les candidats pour un poste donné, et en examinant tous les postes pour lesquels nous avions de l'information, il y a derrière ce genre de graphique des heures et des jours et des semaines de travail, je ne vous le cache pas évidemment, mais c'est l'honneur de la recherche empirique aussi et de la recherche avec quelques idées derrière. Et je suis très très admiratif de l'énergie avec laquelle, avec mon équipe, on s'est engagé là-dedans. Je m'exclus évidemment de cette admiration, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail derrière. Et donc les maths, à nouveau, ça c'est donc le taux de localisme des candidatures, et ça c'est le taux de localisme des admis. Et évidemment, la bissectrice couple les trucs. Tous ceux qui sont au-dessus ont des admis qui sont supérieurs à ce que devrait être un choix aléatoire. Et les maths se retrouvent en dessous. Donc il y a effectivement un dispositif antilocaliste avéré qui veut dire que nous ne voulons pas pratiquer l'inbreeding. Ce qui est quand même un signe intéressant. Tout ça, c'est encore une fois des signes que je mentionne parce qu'ils nous ont intrigués dans nos recherches. Et enfin, nous avons là les situations. Nous nous sommes demandé... pardon, c'est emploi et carrière selon le sexe au CNRS et à l'université. Nous avons regardé... les données qui existent sur les emplois hommes-femmes à l'université, j'en ai parlé, mais maintenant nous regardons ce qui se passe au CNRS. On en a déjà parlé. Il y a une information qui est intéressante, c'est effectivement il y a des écarts considérables, 25-26 pour les universités et le CNRS, mais le CNRS est un peu plus vertueux que les universités parce qu'il pénalise moins les promotions professionnelles. Et là, l'explication est assez simple. Elle a été en partie donnée, même totalement, par Catherine Goldstein. C'est que le CNRS est une organisation intégrée qui peut avoir une culture organisationnelle et qui peut déclarer que les règles, par exemple, de discrimination positive ou de non-discrimination négative à l'égard des femmes peuvent s'appliquer plus simplement parce qu'on peut se mettre d'accord dans une commission qui a une mémoire, qui a une durée de vie, etc., et qui se rassemblent, alors que les emplois en université sont alloués un par un au fil de l'eau ou par des campagnes de recrutement, etc., que donc, évidemment, les choix sont peuvent être très, très variés et que par effet de composition, on obtient ce genre de situation. Donc, on a là un premier indice d'une culture qui peut différer entre le monde par définition très éclatée et autonome des universités et une culture intégrée des organismes de recherche. Ici, nous avons, pour le CNRS, puisque nous voulions savoir non seulement ce qui se passait à l'université, mais ce que nous pouvions apprendre du CNRS sans disposer du tout des mêmes données. Le CNRS... nous avons un appétit considérable de coopération à l'égard du CNRS pour disposer d'une même qualité d'informations statistiques que ceux que nous avons pu récupérer pour les universités. Yann opine, et je vous assure que c'est une affaire complexe tout de même d'accéder à des données. Et nous espérons vivement que le CNRS nous fera de bonne manière, mais pour l'instant, nous allons, comme ça a été fait par Catherine Goldstein, farfouiller dans les bilans sociaux qui sont à disposition de tout le monde. Et celui de 2016 montre effectivement pour l'INSMI, qui est l'organisme qui regroupe la seule section de mathématiques, qu'elle recrute plus jeunes et elle promeut plus jeunes. Donc c'est cohérent avec les données universitaires, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est basé sur des données de qualité très inférieure à celles dont nous disposions pour les universités. Un dernier point, un autre point qui est intéressant pour le CNRS, c'est la concentration des emplois dans quelques
dans un seul type d'unité, qui est, ici se trouve l'Institut du CNRS qui est dédié aux mathématiques. Vous voyez que, et ça c'est la typologie des unités du CNRS, unités mixtes de services, de recherche, de tout ce que vous voulez, de l'équipe de recherche associée, labellisée en structure fédérative. Vous voyez que les maths se trouvent uniquement là-dedans, quasiment. Et donc les maths, c'est des ensembles, c'est des laboratoires intégrés dans le monde universitaire et qui regroupent l'essentiel des chercheurs. Donc on a raison de dire, considérons séparément les emplois universitaires et les emplois de recherche, mais de fait, dans la vie quotidienne, ces mondes-là sont totalement imbriqués. Et on en a des preuves. Tout ce que je vous dis, c'est un effort pour administrer quelques preuves face à tout énoncé que je fais en ce moment. Et donc, voilà quelques-uns des matériaux. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, nous voulons aussi nous demander, est-ce qu'à travers ce que nous avons dit, nous pouvons nous diriger vers une analyse de ce que serait l'excellence mathématique française? Ça a été évoqué à plusieurs reprises jusqu'à maintenant. Et pour aller voir à quoi ressemble l'excellence mathématique française, faisons quelques portraits, puisque l'excellence, elle est incarnée dans un petit nombre d'individus qui sont primés, médaillés, etc. Et il est intéressant d'observer les caractéristiques. Alors, ce sont des tout petits échantillons, mais si les caractéristiques sont extraordinairement homogènes, on commence à avoir quelques idées sur là où il faut aller regarder. Et là, nous avons listé les médailles Fields françaises depuis 1982 jusqu'à 2014. Ici sont celles de la génération d'avant. Vous avez quelques-uns de mes collègues du Collège de France, le malheureux Christophe Yocose qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps, Pierre-Louis Nuance qui était là ce matin, Alain Cohn qui est chez nous, et Cédric, enfin bon, etc., etc. Et puis Jean-Pierre Serre qui a été élu ici à 29 ans. Et vous voyez, ce sont des noms illustres qui ont tous été ou presque évoqués. Bao Chao viendra enseigner ici pendant 5 ans à partir de l'année prochaine. Et regardez ce qui se passe. Alors, on a listé quelques épreuves concurrentielles. On en a parlé. Les Olympiades. Je ne connaissais pas vraiment l'existence des Olympiades de mathématiques avant d'entendre mes collègues en parler. Alors, est-ce qu'ils ont été lauréats des Olympiades de mathématiques? Eh bien, hop, vous avez la réponse. Est-ce qu'ils ont été à l'École normale supérieure? Vous avez la réponse. Et où est-ce qu'ils ont fait leur thèse? Vous voyez que ça se passe entre l'UPMC, Pierre et Marie Curie, et Orsay, avec une petite anomalie. Et puis, pour le collègue franco-brésilien, c'était au Brésil. Et pareil ici. Et puis, vous avez ici un indice. On sait bien que les congrès mondiaux de mathématiques, peut-être que la France aura le prochain, on verra. Les congrès mondiaux de mathématiques, les speakers des congrès mondiaux de mathématiques sont des personnalités éminentes et visibles, et le taux de français compte beaucoup pour donner une idée de la visibilité de la recherche mathématique française. Et les taux sont très, très honorables, avec des pics, mais des variations, mais on est toujours à près d'un huitième au moins, ou même un cinquième des speakers. Au degré de sélectivité où toute cette communauté fonctionne, arriver à placer un huitième ou un cinquième de mathématiciens parmi les speakers des congrès mondiaux, ça n'est pas rien. Bon, une fois qu'on a dit ça, Yann, tu peux peut-être dire d'un mot comment nous avons rassemblé les données? Oui, oui, vous m'entendez. Donc, en fait, là, ce qu'on vous présente, c'est un projet en cours dont l'idée principale consiste à comparer des individus qu'on appelle mathématiciens, c'est-à-dire des gens qui ont été recrutés entre 1995 et 2014 au poste de maître de conférence deuxième classe dans les universités françaises, chargé de recherche deuxième classe au CNRS, ou professeur en classe préparatoire aux grandes écoles sur la même période. Donc, à partir de cette population cylindrée, on va dire, c'est-à-dire qui entre en carrière comme mathématicien au même moment, on essaye d'articuler ce qu'ils ont fait avant et ce qu'ils sont devenus. C'est ça le projet. Et donc, on s'appuie sur les annuaires des grandes écoles, les thèses, les publications, l'agrégation, beaucoup de jeux de données, tous publics, voilà, pour essayer de comprendre un petit peu ce que l'avant-carrière fait à l'entrée en carrière, et ce que les différences
d'entrée de carrière font aux carrières ultérieures. Donc là, oui, effectivement, ça résume à peu près le projet qui est en cours, qui est déjà bien avancé, mais qui, sur la partie basse, est encore à compléter. Et donc, une fois que nous avons rassemblé ces données avec énergie et opiniâtreté, ça fait partie des qualités du chercheur que d'être opiniâtre, nous avons donc commencé à regarder les caractéristiques respectives des 3 piliers du système français. Rappelez-vous, les matheux, ils sont dans l'université, dans les organismes de recherche. On ne regarde ici que le CNRS, mais on aurait pu regarder éventuellement l'INRAIA, mais c'est un peu plus compliqué comme source à trouver. Et nous regardons aussi les classes préparatoires, qui sont le lieu de fabrication d'une partie importante de l'élite mathématique française. Et quand nous regardons leurs caractéristiques, alors le sexe ratio, il n'y a pas tellement de surprises. La sélectivité est distribuée en fonction du sexe ratio. Les emplois du CNRS qui sont plus sélectifs que les autres, qui sont moins nombreux, ont le sexe ratio le plus défavorable. Le premier emploi occupé à l'université est plus favorable aux femmes et les classes préparatoires sont un peu plus masculines que les universités. Ça, c'est un premier indice de ce qui se passe. Ensuite, on regarde d'où viennent ces différentes catégories de professionnels. Et nous avons distingué les écoles normales supérieures en détail, Ulm, Lyon, Cachan. Ils sont tellement nombreux à venir de là qu'on peut se permettre de les différencier. Polytechnique qui envoie pas un nombre considérable de gens vers ces différentes carrières, mais tout de même, et puis les autres. Et nous les distinguons. Vas-y, Yann. Autre ne veut pas dire autres grandes écoles, mais tout autre type de devenir en dehors de celle de formation. Et nous voyons que le CNRS, effectivement, pratique une sorte d'écrémage par les normaliens d'Ulm, qui sont surreprésentés massivement, puis les ENS Lyon, etc., dans l'ordre de hiérarchie d'ailleurs de ces écoles et de leurs concours propres. Les emplois à l'université sont ordonnés de la même manière, mais avec des taux bien inférieurs de recrutement dans les grandes écoles. Et les CPGE recrutent aussi dans les grandes écoles, alors que les emplois ne sont pas des emplois de recherche, mais exclusivement d'enseignement, et recrutent aussi, mais surtout massivement, ailleurs que dans les grandes écoles. Ce sont des carrières qui sont liées à l'enseignement secondaire au départ, et dont on prend l'élite de l'enseignement secondaire pour les placer dans l'enseignement supérieur. Mais il y a tout de même un taux non négligeable d'élèves de grandes écoles qui font le choix de rejoindre ces carrières-là. Alors, ensuite, nous regardons si l'agrégation, qui pourtant est un concours de recrutement de l'enseignement secondaire, a un sens pour les carrières dans l'enseignement supérieur et la recherche. On peut dire que les recrutements, passer l'agrégation, ça peut avoir une fonction de signal. Je signale ma qualité par mon rang à l'agrégation et le fait de l'obtenir, ou bien ça peut être un mécanisme assurantiel. Je ne suis pas sûr de pouvoir réussir une carrière dans le supérieur ou la recherche, et de toute manière, avec l'agrégation, je suis certain, si je la réussis, d'avoir un emploi au moins dans le secondaire, et éventuellement ensuite peut-être de bouger. Il y a comme ça une série d'interprétations possibles de détenir ou non l'agrégation. Et voilà le résultat. Alors, tu peux peut-être le commenter rapidement avec la fameuse boîte à moustache. Tu appuies sur le bouton tout en haut. Tout en haut. Oui. Là. C'est pas tout en haut, ça. Oui, pardon. D'accord. Donc ça, en fait, c'est simplement un mode de représentation graphique qui permet non pas seulement d'accéder à la moyenne ou à la médiane, mais à la distribution en fait, des rangs à l'agrégation selon que l'on devient chargé de recherche, maître de conférence ou professeur de classe préparatoire. Le losange rouge, c'est la moyenne. Donc plus on est bas, plus on a un rang proche de 1, mieux on a été classé à l'agrégation. Le trait un peu plus gras horizontal, c'est la médiane, ce qui veut dire que 50% des agrégés sont placés au-dessus ou en dessous. Et la boîte, donc, représente aussi 50% de la distribution, ce qui veut dire que 50% des chargés de recherche au CNRS qui ont l'agrégation, à vrai dire 3/4, ont un rang inférieur à 50 à l'agrégation. Bref, c'est juste une manière d'aller un peu plus loin
que la moyenne et la médiane, et de dire donc qu'il y a un écart significatif entre les rangs à l'agrégation au CNRS, en classe préparatoire et à l'université. Merci. Et nous avons fait le même exercice en décomposant les écoles normales en leurs différentes composantes. Et vous voyez que les situations s'ordonnent assez bien comme ça. Et ici figure le nombre d'individus qui ont passé l'agrégation. Vous voyez que Polytechnique, les agrégés de Polytechnique, c'est quand même pas beaucoup de monde. Donc ça n'est pas une propension académique. C'est sur 95... 2014. 2014. Voilà. Et alors, continuons, parce qu'il faut aller vite. Maintenant, on regarde où les individus ont fait leur thèse. Alors ça, c'est l'ensemble de la population. On va la décomposer. Mais c'est une représentation possible de la hiérarchie des universités. On se demande toujours, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de hiérarchie des universités? En mathématiques, on peut en fournir une indication possible. Et vous voyez que Paris 6 est en tête en termes de volume de thésards recrutés dans la population. Qui ont fait des thèses et qui font carrière dans le système que nous décrivons. Puis vient l'étranger, Paris 11, Paris 7, et la suite Toulouse, Grenoble, etc. Et la ligne situe 50% des effectifs qui ont passé leur thèse dans une de ces 7 universités. Donc c'est très concentré. Et maintenant, on peut évidemment décomposer l'affaire par les emplois qu'ils ont obtenus. Vous voyez que le CNRS, il a besoin de 4 universités pour remplir 50% des postes. Et l'avantage qu'a Paris 11 est considérable. Et ensuite, Paris 6, l'étranger, et Paris 7. Et voilà. Polytechnique arrive loin derrière, mais est aussi une institution doctorale, et les autres. Et les universités ont une distribution qui est à peu près hiérarchiquement la même, mais qui est plus dispersée. Et les profs de classe préparatoire, qui sont quand même à peu près 35% à passer à un doctorat, ce qui n'est pas rien, alors qu'ils n'en feront aucun usage normalement s'ils restent dans les classes préparatoires, où ils sont d'ailleurs mieux payés que des enseignants du supérieur de toute façon, mais où ils n'enseigneront, ils ne feront qu'enseigner. Et oui, Claude ? Oui, d'accord. Voilà. Et donc, mais les CPGE dispersent beaucoup plus, c'est normal, ils viennent d'un bassin de recrutement beaucoup plus large, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici vient... alors, vas-y. Oui, donc ça, c'est la rencontre un peu entre les données de Jean-Marc Schlenker et de notre recherche. Donc, à ce stade, c'est encore préliminaire, mais comme première indication, ce qu'on a fait, c'est un appariement des noms des publiants au nom de notre base de données. Et on a regardé simplement quel était le taux de publiants qu'on retrouvait en fusionnant brutalement ces deux bases de données. Et on était assez surpris de voir que finalement, ça donnait un résultat qui n'était pas complètement contre-intuitif. Surtout si vous regardez le tableau de droite qui est classé par taux de publiants, on voit que directement comme ça, on retrouve plus de 3/4 de nos individus recrutés au CNRS dans la base de Jean-Marc, suivi par Paris 6, Paris 13, Paris 11, Paris Dauphine, Tours, Bordeaux, on a Paris 7 qui est 10e. Et par ailleurs, en termes d'effectifs de publication, on retrouve un peu les mêmes établissements et puis aussi les gros producteurs, enfin ceux qui ont beaucoup de titulaires en fait. La hiérarchie est sensible évidemment aux effectifs. Et ici, nous avons le nombre de publications totales qui évidemment est un capital scientifique qu'il faut aussi mentionner dans cette distribution-ci. Mais là aussi, c'est une mesure de la hiérarchie des universités. Maintenant, l'exercice qui vient est assez sophistiqué et pourtant extrêmement éloquent. Qu'est-ce que c'est que faire carrière en commençant au CNRS ou en commençant à l'université? Alors vas-y Yann, explique ça. Oui, donc là encore, on se base seulement, plus de voix. On se base seulement sur notre appariement brutal, donc ce qui veut dire qu'on n'a pas tout le monde, mais qu'on traite tout le monde homogènement, donc a priori ça ne créera pas de biais. Et on regarde en fait jusqu'à 5 ans avant l'année de recrutement et jusqu'à 15 ans après l'année de recrutement, le nombre cumulé de publications de chacun des publiants, et on en explique la distribution par le même système que tout à l'heure, là c'est boîte à moustache. Et en fait, ce qu'on voit d'intéressant, enfin, alors c'est à approfondir, mais à ce stade, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on ne peut pas vraiment différencier des individus avant leur recrutement sur leur volume de publication. C'est-à-dire qu'à l'année 0, vous voyez que
il n'y a pas de différence majeure entre les deux boîtes. Par contre, dès qu'on passe à l'année 1, ce qui n'est pas contre-intuitif, hein, c'est-à-dire qu'on va d'un coup transformer ces candidats en une population de chercheurs, seulement chercheurs, et une population de moitié enseignement, moitié chercheurs, va se procéder à un décrochage qui va s'amplifier dans le temps. Voilà, donc ça c'est un résultat provisoire, mais éloquent. Autrement dit, l'écart de productivité, c'est évidemment le produit de le recrutement. On a vu que le CNRS recrutait plus haut. Et deuxièmement, des conditions de travail qui sont plus favorables à la recherche, puisqu'il n'y a pas de conflit de rôle entre recherche et enseignement. Et ça se voit dans les données. L'avantage de commencer au CNRS est considérable. Et je vous rappelle que nos chers médailles Fields ont toutes commencé au CNRS, ou quasiment. Donc, il y a clairement une horlogerie suisse, mais bien française, de la fabrication de la qualité française, comme on dit. Oui. Il y a aussi un autre phénomène, on voit des cas isolés. Des outliers. Oui, des outliers, c'est-à-dire sont des gens dont... Au CNRS, c'est beaucoup plus net que... Oui. Effectivement. Mais en fait, donc ça, ce sont des individus qui ont des, enfin exceptionnels, oui, voilà, enfin, oui, qui ont un grand nombre de publications en tout cas. La flèche indique le 9e décile. Hein. C'est le bout de la flèche, c'est le 9e décile. Et la boîte à moustache, c'est 50%. Et ça, c'est le 9e décile. Ça, c'est le 1er décile. C'est une concentrée d'informations assez grand. Mais peut-être qu'une autre manière aussi de lire ces résultats, en les articulant avec ceux qu'on a déjà montrés, c'est on voit comme il n'est pas difficile de différencier les futurs CNRS des futurs maîtres de conf sur le rang à l'agrégation, le fait d'être passé par une grande école, ce genre de choses en tendance, alors que du point de vue du nombre de publications dans des revues prestigieuses, cette différence n'est pas nette, ce qui laisse à penser que le processus de sélection va pouvoir s'appuyer sur ces indicateurs qui ne relèvent pas directement de la production scientifique, mais d'attributs de qualité pour... voilà. L'avantage cumulatif, oui. Alors, évidemment, vous pouvez vous dire... Université, CNRS, la messe est dite, il vaut mieux faire carrière au CNRS, et puis basta. Et le bon vieux dualisme français, et puis d'ailleurs il y a les classes préparatoires pour nourrir les bons candidats aux grandes écoles qui vont entrer dans les bonnes positions au CNRS. Et voilà, la messe est dite. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que les mathématiciens sont assez rusés. Ils ne vont pas simplement raisonner en termes dualistes. Et nous nous sommes dit, il y a quand même quelque chose d'autre. Alors nous avons regardé dans nos données d'où venaient donc les gens qui n'ont pas fait carrière avant comme maître de conférence. C'est ce qu'on appelle les hors bases de données. C'est une cuisine interne. Mais ça veut dire que 48% de ceux qui deviennent professeurs en maths section 25, bon, sciences mathématiques, 26 et appliquées, 49% des gens n'étaient pas maîtres de conférence avant. Alors, ils peuvent venir d'ailleurs, ils peuvent venir de l'étranger, ils peuvent venir aussi éventuellement d'un organisme de recherche. Et de fait, en outre, il y a une part des étrangers parmi les professeurs d'université qui viennent effectivement, dans ces 49%, il y en a plus de la moitié qui viennent de l'étranger. Et au total, on a 41% de professeurs qui sont étrangers en section 25. Mais ces indices cumulés nous laissent indiquer que l'étranger ne dit pas tout. Venir de l'étranger ne dit pas tout. Il y a une partie non négligeable d'individus qui ne viennent pas de l'étranger, mais qui ne viennent pas non plus d'une position de maître de conférence. Et donc, nous avons regardé. Et là, nous avons pu bénéficier aussi des données que nous a transmises Stéphane Cordier, qui est universitaire et professeur de mathématiques à Orléans, qui a d'ailleurs tout le reste, école normale, etc. Enfin bon, et qui est très extraordinairement coopératif, et on le remercie vraiment beaucoup, et qui nous a donné le résultat de 2 enquêtes qui ont été faites auprès des mathématiciens, entrés au CNRS entre 92 et 99, et observé en 2006, bon, avec les problèmes que vous pouvez voir de censure à droite des données pour ceux qui sont entrés les plus récemment, etc. Et l'enquête a été refaite, et le taux de réponse était exceptionnellement élevé. La communauté est vertueuse tout de même, elle a répondu à plus de 80%. Ce qui est quand même encore un signe que le mot communauté n'est pas un vain mot. Et l'affaire a été refaite de 2000 à 2007 et observée en 2013. Et les résultats sont ici. Une partie des gens sont... alors, vas-y. Oui, en fait, ce que ce travail sur le CNRS nous a permis de faire, c'est de créer
la population équivalente parmi les maîtres de conférences. Une fois qu'on avait une fenêtre temporelle fixée et un moment où observer nos chargés de recherche, on savait ce qu'ils faisaient. Donc pour ceux recrutés entre 92 et 99, on savait ce qu'ils étaient devenus en 2006. On a fait la même chose pour les maîtres de conf, recrutés entre 92 et 99, et on les a observés en 2006. Voilà. Donc on a vu que dans la période, la première, 92-99, 78% des maîtres de conférences en 2006 sont toujours maîtres de conf, alors que 51% des CR-CNRS sont encore CR. Mais donc plus de 3/4 des maîtres de conférences n'ont pas bougé, alors que c'est la moitié des CR. Et 19% des maîtres de conférences sont devenus professeurs d'université, mais 33% des CR sont devenus professeurs d'université. Et c'est là que s'introduit la ruse de la raison mathématique, c'est que les CR-CNRS vont à l'université, effectivement. Et il y a d'autres devenirs, 9% des CR deviennent professeurs à l'étranger, mais seulement 7% deviennent DR. Donc, quand on est CR, on a une gamme de possibilités qui est plus ouverte si on ne reste pas scotché au poste de CR. Et les résultats sont à peu près les mêmes, avec une tendance un peu supérieure à l'endopromotion, enfin à la carrière interne au CNRS dans la deuxième période. Mais si nous avions de meilleures données, nous pourrions corriger peut-être ces biais de période sur une très longue durée, parce que ça veut dire qu'il y a peut-être formation d'un marché interne des positions au CNRS pour une raison ou une autre. On pourrait faire toutes sortes d'hypothèses, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais c'est assez facile à faire, qui montrent que les données peuvent varier d'une période à l'autre. Alors, ensuite, bon, ça c'est les effectifs. Évidemment, la raison de formation de marché interne peut être liée au nombre de postes qui sont en faculté ou au nombre de postes qui sont alloués au CNRS. Il y a toutes sortes de raisons. Et là, on a quelques indications sur les effectifs à l'université, les effectifs au CNRS et les problèmes de pression démographique sur les emplois qui peuvent agir sur ces variabilités. Mais il y a aussi la question de la durée d'accès aux emplois supérieurs. Et nous avons... Vas-y, Yann. Voilà, donc en fait, on a une piste d'explication qui, à mon avis, sera confirmée par des gens qui connaissent les mathématiques de l'intérieur, sachant que là, donc, on s'appuie sur les devenirs qu'on a retrouvés jusqu'à présent, qui sont peut-être pas représentatifs de l'ensemble de la population, mais parmi les gens dont on a retrouvé un devenir après maître de conf et après chargé de recherche, on voit... c'est-à-dire en gros un devenir directeur de recherche ou un devenir prof des universités, on voit en fait d'une part que le passage de chargé de recherche à directeur de recherche est long, plus long que le passage de chargé de recherche à prof des universités, et que le passage de chargé de recherche à professeur des universités est tendanciellement plus court que le passage de maître de conférence à professeur des universités. Donc une manière de le dire, c'est si on veut aller le plus vite possible, rien de tel que de commencer en tant que chargé de recherche, d'enchaîner par professeur des universités, parce que, en tout cas, en termes d'accès à la promotion, ça semble être la trajectoire la plus rapide. Alors, est-ce que c'est la beauté du geste ou est-ce que c'est l'utilité, pour parler comme Bernard Zarka? S'ils sont utilitaires et calculateurs et diront « bon, allez hop, je prends le meilleur ascenseur pour monter », ou bien est-ce qu'il y a autre chose? En fait, il y a autre chose. Il y a le fait que pour qu'une communauté fonctionne, il faut que les liens entre l'enseignement et la recherche ne soient pas simplement de dissociation instrumentale. Si je ne fais pas d'enseignement, tant mieux pour moi, quoi qu'il arrive, jamais je ne serai emmerdé. Pardonnez-moi le langage, mais ça va vite. En fait, c'est plus compliqué que ça. Et les indices sont assez simples à trouver. On en a quelques-uns. D'abord, les matheux ils ont construit un outil qui est assez intéressant, ça s'appelle les outils généalogiques. C'est Jean-Marc qui m'en avait parlé. Les matheux savent se tracer des ancêtres et des descendants. J'ai pris la fiche d'Alain Cohn. Vous voyez que son maître, son advisor était Jacques Dimier. Et voilà ses enfants et ses petits-enfants, il en a 82. Et tout ça, c'est fait par l'enseignement, évidemment. Or, Alain Cohn est passé par le CNRS, puis ensuite, il a enseigné en université. Donc, il y a des liens organiques entre l'enseignement et la recherche. Et l'acte d'enseignement, c'est quelque chose qui appartient dans des conditions particulières, etc. Il vaut mieux enseigner dans une bonne université, dans une bonne école doctorale. Peut-être ne pas avoir trop de committee work. C'est ce que m'avait dit Bao Chao quand il est parti à Chicago. Il ne voulait peut-être pas avoir trop de committee work à
Orsay, etc. Enfin bon, il y a toutes sortes de conditions qu'on peut y mettre, mais il y a une complémentarité pour produire quelque chose. Elle est d'autant plus importante, et c'est là qu'on commence à réunir tous les fils du puzzle, ou toutes les pièces du puzzle, que les gens ont démarré très tôt. La précocité n'est pas un vain mot. La précocité veut dire aussi que l'acte d'enseignement par des maîtres ou des grands mathématiciens pour révéler des talents, des jeunes talents, est absolument essentiel par le passage par l'enseignement. Donc on en a une première preuve ici à travers les comportements personnels des actifs. On en a une deuxième preuve à travers la gestion institutionnelle des situations. Et les matheux universitaires bénéficient davantage que les autres du passage par l'Institut universitaire de France, qui vous donne une décharge d'enseignement substantielle pendant 5 ans, renouvelable si vous êtes senior ou pas renouvelable si vous êtes junior, et avec un budget de recherche, donc un avantage pour en quelque sorte diminuer la pression du dualisme entre enseignement et recherche institutionnelle. Et vous voyez que les matheux se placent très bien, notamment les maths fondamentales, placent beaucoup de leurs universitaires, ils sont en tête de la hiérarchie, et tout ça est public, ce sont des données qu'on trouve sur le site de l'IUF. Enfin, il y a les délégations du CNRS, ça c'est dans l'autre sens. Qu'est-ce que fait le CNRS à l'égard des matheux de l'université? Il peut offrir ce qu'on appelle des délégations, c'est-à-dire le CNRS paye, compense des décharges complètes d'enseignement qui sont allouées par lui, par les commissions, et qui déchargent les enseignants de leurs activités d'enseignement à l'université. Et vous voyez que l'INSMI a un taux extrêmement élevé de décharge de ce qu'on appelle une demi-délégation, c'est-à-dire 6 mois complets off, et ils en sont les plus gros utilisateurs. Donc là aussi, ce sont des ajustements par des cultures complémentaires, des cultures de la complémentarité, ou du moins de la diminution de la pression du dualisme, qui est... On sait que le dualisme agit comme un avantage qui peut être extrêmement fort et cumulatif au début, on l'a montré. Et en même temps, il faut qu'il y ait communauté. Et donc, l'affaire doit se jouer comme ça. Et puis enfin, il y a, de la part de ceux qui sont... effectivement l'élite de la mathématique française, qui ne se recrute pas exclusivement. On est dans un monde probabiliste, il ne suffit pas d'être ceci ou cela pour y être, pour arriver au sommet, mais les normaliens sont mieux placés pour espérer faire une bonne carrière. On voit que les normaliens matheux ont un sens de l'enseignement-recherche qui est supérieur, par exemple, aux autres normaliens scientifiques. C'est des données que nous a communiquées Yves Laszlo après une enquête sur le devenir de tous ces normaliens scientifiques, et je le remercie. Et nous voyons que les normaliens matheux sont en quelque sorte, ont une pulsion académique qui est supérieure à celle des physiciens, biologistes, etc., qui sont quand même 1/5 à être tentés ou aller dans l'entreprise privée. Donc tout ça fait système, si vous voulez, pour décrire une communauté. Et pour terminer, je ne vais pas résister au plaisir de vous présenter cette slide qui est tirée d'une webcomics américaine. C'est Yann qui me l'a fait connaître. Les champs scientifiques sont ordonnés par degré de pureté. C'est une vieille histoire. C'est une sorte de Auguste Comte, hiérarchie des sciences, version comique. Et les sociologues, ça n'est juste que de la psychologie appliquée. Oui, mais la psychologie, ça n'est que de la biologie appliquée. Donc, on est toujours l'appliqué de quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait remettre dans la corbeille de la discussion entre maths pure et maths appliquée. Et la biologie, ça n'est que de la chimie appliquée. Bon, et la chimie, ça n'est que de la physique appliquée. Et les maths, ah ben non, les maths sont toutes seules. Hello, je sais plus, enfin vous lisez vous-même, je ne vois personne, enfin où est-ce que vous êtes? Vous n'êtes pas venu jusqu'ici. Il y a le chemin entre tout ça et là est un peu plus grand, évidemment, et on peut dire que c'est une représentation assez anecdotique, mais parlante et éloquente de cette fameuse histoire de pureté, qui n'est pas un vain mot. On peut le faire résonner avec un ethos professionnel ou avec beaucoup de choses, mais et puis avec le fait qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'équipements pour faire de la recherche mathématique, donc on peut avoir les mains assez pures, en tout cas pures de moyens financiers jusqu'à un certain point. Et voilà. Donc, au fond, vous avez vu un peu la trajectoire de l'exercice, c'est de travailler sur des données, travailler sur des carrières, prendre au sérieux les 3 composantes du système français, qui est à la fois très franco-français, mais qui donne un peu des indications sur ce que peut être la machinerie
de la production d'excellence ou ce que veut dire la sélection. C'est une sorte de compression d'énergie sociale qui se place à l'origine à travers les phénomènes de précocité des carrières et de précocité d'accès à des emplois par hiérarchie des signaux et des valeurs relatives des individus. Et ensuite, et ça c'est quand même un peu contre-intuitif parce qu'on ne s'y attendait pas de ce point de vue-là, c'est qu'une communauté qui fonctionne sur ce principe ne s'arrête pas simplement à un raisonnement de type « Ah, si nous sommes au CNRS, c'est fini, on y reste, on y est, point final ». Non, elle est organisée autrement. Elle a une mémoire de la complémentarité et une pratique de la complémentarité des deux actes qui est très supérieure à ce qui est une culture qui commence à se diffuser dans le monde entier, qui est le sale boulot, c'est l'enseignement, le boulot glorieux, c'est la recherche, débarrassons-nous du boulot d'enseignement et tout ira mieux, et comme nous pouvons être, et les meilleurs s'en débarrasseront, et les autres, tant pis pour eux. Ça n'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais, encore une fois, conditionnellement au fait que, quand on a pu passer par une position de recherche au départ, on s'en sort mieux de toute façon. Voilà. Oui, on peut rajouter qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des transferts et des échanges entre, on va dire, recherche pure et enseignement et recherche. Étonnamment, le chemin inverse est un peu plus rare. Des maîtres de conférences qui deviennent directeurs de recherche. Dans notre base, pour l'instant, on en a trouvé 3 et ça a l'air d'être des cas un peu étranges. Ouais, donc, tout ça pour dire qu'il y a circulation, mais il y a une pente. Il n'y a que des délégations et des demi-délégations. On a publié un papier sur les enseignants du secondaire affectés dans le supérieur. C'est intéressant, cette affaire-là. Et on voit que les mathématiciens sont pas mal placés pour effectivement agir de cette manière-là, avec pas tellement de possibilités de passer ensuite à l'emploi supérieur. Mais l'usage en est fait, effectivement, parce que voilà, les mathématiques sont une discipline qui est à la fois spécifique comme science, mais aussi curriculaire, c'est-à-dire qu'elle sert à énormément de disciplines. Donc la charge d'enseignement, la production d'enseignement en université est considérable en dehors de la partie spécifique de former des gens aux futures carrières de mathématiciens. Des mathématiques, on en enseigne aux biologistes, aux physiciens, à qui vous voulez, aux psychologues, etc., etc. Donc pour ça, il faut effectivement une architecture assez particulière des emplois et de la hiérarchie des emplois, qui peut être d'ailleurs ajustée en fonction de la réputation et des moyens de l'université. Évidemment, on ne va pas attirer à Orsay des gens à qui on va coller des emplois de mathématiciens, des charges de mathématiciens en première année, de biologistes ou de je ne sais pas qui. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut compléter l'analyse par discipline d'une analyse par établissement. Parce que de penser que les mathématiciens sont toujours privilégiés partout, je ne pense pas que ce soit avéré. Claude ?